Nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Amis internautes de Roi TV Bénin, de Roi News FM, salut et bienvenue. Production du riz dans la vallée de Lomé. Comment réussir? C'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau M. Pansou Moupo Émile. Bonjour M. Pansou. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le président du comité de contrôle des riziculteurs du Bénin et en même temps président du groupement Missi Miné. Merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie beaucoup. Alors, depuis la nuit des temps, on entend parler que la vallée de Lomé est la deuxième vallée la plus riche du monde après celle du Nil. Est-ce que selon vous, c'est une affirmation ou une infirmation? C'est une affirmation. Alors, comment? D'abord, quand vous voyez les différents documents de développement de l'Afrique, pour ne pas dire de ce monde, figure cette affirmation avant notre naissance. Et quand tu travailles dans cette vallée, bon, c'est vrai, on a des informations, on n'a pas eu la chance de visiter la vallée du Nil, mais compte tenu du comportement de notre vallée et compte tenu aussi du contenu des documents depuis des années, j'affirme que c'est la vallée la plus riche après celle du Nil. Et pourquoi son réel développement a de plomb dans les ailes? C'est lié à plusieurs facteurs. Lesquels? D'abord, nous avons un peu de difficulté par rapport à la gestion du foncier. Et d'autant plus que à des endroits, il y a plus de bouches à nourrir que de terres disponibles. Et pour ça, les gens arrivent facilement à se créer d'ennuis. Et soit le propriétaire terrien n'est pas un producteur. Et le producteur n'a pas de terre. Raison pour laquelle, à des moments donnés, nous avons cette difficulté. Et l'autre chose aussi, c'est la non-maîtrise de l'eau. Nous avons de l'eau en abondance d'une période à une autre. Et bizarrement, on arrive à rencontrer des poches de sécheresse au moment où on n'a plus la possibilité de mobiliser la ressource en eau pour pouvoir accompagner les différentes cultures que nous installons dans la vallée. Alors, pour revenir à notre thème, nous constatons que des cultures qui sont adaptées à cette vallée, il y a la production de riz. Comment réussir cette culture pour une bonne rentabilité, M. Pansou? Merci beaucoup. Je crois que moi, je suis rentré dans le riz les années 90. Il y a longtemps. Là. Et chemin faisant, il y a une amélioration, c'est-à-dire de la productivité à travers beaucoup de choses. Mais pour rentrer dans le riz, c'est facile. Mais il faut se prendre, il faut sortir à bonne date. Sortir à bonne date, il faut calculer le temps pour commencer la préparation du sol. Déjà, au début de la crue, quand la crue s'annonce, parce que je vais vous dire que nous sommes dans une vallée où c'est la production de décrue que nous faisons. Oui. L'agriculture ici n'est pas tributaire de la pluviométrie forcément. Donc alors, celui qui peut faire le riz pour moins dépenser et réussir la culture du riz, il faut sortir très tôt en fauchant l'herbe. Et quand la crue passe, l'herbe fauchée se décompose pour nous donner de la matière organique qui est un fertilisant pour le sol. Raison pour laquelle celui qui ne fait pas la préparation du sol à bonne date va plus dépenser. Et au contraire, il ne va pas trouver beaucoup de quantité de riz sur son état. Et comment ça se passe? Les années 90, je vous parle, monsieur le journaliste, nous on utilisait plus de 60 kg de semences avant d'installer un état de riz. Mais chemin faisant, avec l'amélioration des technologies, l'amélioration des systèmes techniques, aujourd'hui, nous tournons autour de 15 kg à l'hectare et nous repiquons, au lieu d'aller à 4-5 plantules, nous repiquons une seule plantule par bouquet. Et comme ça, on est passé de 2 tonnes 5 à l'hectare et nous tournons autour de 6-7 tonnes cette année. Vous voyez? Alors, donc, connaissant la période de la crue de la vallée, quel conseil avez-vous à donner à ceux-là qui ne respectent pas cette période-là pour beaucoup dépenser? Je vais leur donner comme conseil, là où tu as besoin peut-être
de 10 personnes pour la main d'œuvre, avec 2 personnes, si tu sais t'organiser à bonne date, tu as déjà réussi ton riz. C'est parce que c'est le premier facteur. Sinon, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et quand tu n'arrives pas à préparer le sol, et c'est à la décrue que tu te lances, tu auras affaire à des adventistes, c'est-à-dire des mauvaises herbes qui ne vont pas permettre à ton riz d'exprimer tout son potentiel. Vous voyez? Donc, si celui qui veut faire le riz et qui veut être professionnel dans la production du riz, il n'a qu'à savoir s'organiser et faire une bonne planification de sa campagne risicole. Alors vous êtes dans la production du riz depuis les années 90. Nous avons connu des producteurs qui n'ont même pas fait 5 ans ou 10 ans dans cette activité et ils ont lâché. Qu'est-ce qui est la base de leur découragement? Bon, d'abord, je vous ai parlé de la disponibilité en terre pour tout le monde. Et un autre facteur, quand les différents projets-programmes s'installent, nous avons aussi des producteurs projets-programmes. Si bien que quand ils finissent de consommer le financement, ils disparaissent parce que leur esprit n'était même pas dans cette activité. Vous voyez? Donc quand tu n'arrives pas à bien conduire les itinéraires techniques, hein, ça, tu vas tourner l'entreprise, tout n'a pète, et ça crée des découragements et ils s'en vont. Et puis, nous, on s'est doté de courage et de détermination depuis 7 ans. Pourquoi? Parce que on a voulu bâtir notre avenir dans cette filière. Et par le passé, quand on produisait le riz, il n'y avait pas de marché. Et le producteur est à la fois producteur, transformateur et commerçant du riz. Du coup, le produit fini n'est pas compétitif sur le marché. Et les gens préfèrent le riz qui vient de l'Occident à notre riz. Donc c'est ça qui est... Le riz que vous produisez ici, est-ce que c'est de qualité? Le riz que nous produisons ici, c'est de très très bonne qualité. Je ne suis pas en train de prêcher pour mon église. C'est de très bonne qualité, d'autant plus que ce que nous on importe de l'Occident, c'est les stocks tampons qui sont là depuis 10 ans et qui arrivent quand même à perdre tout ce qui est nutritif pour quand même maintenir debout notre organisme. Ça veut dire que parmi ces riz importés, il peut y avoir des produits avariés Toujours. Toujours. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent même à conserver le riz, avec les informations que j'ai reçues, avec les différentes études que nous avons conduites, avec des produits chimiques. Or, ici maintenant, nous, on n'utilise pas d'engrais. C'est naturel. C'est naturel. Il suffit seulement de maîtriser l'eau et tu vas au moulin. Alors, outre les difficultés que vous avez citées tout à l'heure, comme en exemple notre disponibilité de terre pour les producteurs, quelles sont les autres difficultés auxquelles les producteurs sont confrontés? Il y a d'autres difficultés. D'abord, même si tu arrives à bien conduire ta campagne risicole, le marché pose problème. Voilà. Le marché pose problème parce que nous avons des unités de transformation. Par exemple, le ZOP Valley qui est installé à Dangbo ici, au départ, n'avait pas une surface financière. Et du coup, tu sais le jour que tu vas vendre ton riz, mais tu ne sais pas le jour qu'on va te payer. Et si, bon, tu étais parti prendre de crédit auprès d'une institution financière et qui ne font jamais cadeau, et si tu tombes en impayé, il faut savoir que la campagne suivante, tu n'auras plus de financement. Vous me voyez ça? Donc, l'autre difficulté, la grande même, c'est les oiseaux granivores. Nous sommes dans la vallée. Oui. Les oiseaux qui consomment les grains de riz. Comment les maîtriser? Les maîtriser, nous avons développé des technologies aujourd'hui en installant des filets de chasse sous forme de moustiquaires. Et pour un peu soulever, quand même pour que les panicules de riz ne sortent pas, pour que ces oiseaux-là essaient de dévaster. Je vais vous dire, si tu dois récolter le riz à hauteur de 500 000 sur un champ, et tu restes à la maison pendant 2 jours, je vous jure, tu n'auras même pas 100 000. Ah bon? Parce que les oiseaux là vont venir, ils vont tout dévaster. Ils évoluent en essai et vont tout dévaster. Donc, si ce n'est pas ça, le producteur de riz peut produire jusqu'à... C'est ça qui limite d'ailleurs les superficies cultivées par les producteurs. Si tu dépasses et tu n'as pas de ressources, tu dépasses 2-3 hectares,
tu ne peux plus contrôler. Et comme ça, si tu n'arrives pas à maîtriser les itinéraires techniques, il faut savoir que tu n'auras pas Kingston. Alors, si c'est comme ça, il ne faut pas trop embarrasser. Il ne faut pas trop embarrasser, mais il faut respecter les itinéraires techniques. En quoi faisant? En utilisant les nouvelles innovations et que nous avons quand même mis en place pour accompagner ton champ. Ça, il ne suffit pas d'avoir 10 états. D'ailleurs, je vous dis, dans le septentrion que je maîtrise très bien, nous avons des villes, je ne vais pas citer leur nom, où les gens font 15 hectares. Ah bon, un producteur? 15 hectares avec tracteur motorisé, mais qui n'arrive pas à trouver 10 tonnes. 10 tonnes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça? C'est la qualité du sol. Ah d'accord. La qualité du sol. Ça fait partie des difficultés. Et la non-maîtrise de l'eau aussi à leur niveau. Parce que je vous ai dit qu'eux, ils n'ont pas de l'eau à la portée de main et ils sont obligés d'attendre Dame Nature qui va arroser. Et le jour où l'année où elle n'est pas clémente, il faut savoir que ça chute et difficilement, ils trouvent en dessous même de 500 kg à l'hectare. Or ici, si moi je fais 1 hectare ou 2, j'ai plus de produits récoltés que ceux qui ont travaillé sur 15 hectares. Parce que vous maîtrisez la technique. On maîtrise la technique. Alors, en tant que président du comité de contrôle des riziculteurs du Bénin, quelle démarche vous êtes en train de mener pour que cette activité prospère au Bénin? D'abord, c'est la mise à l'échelle des innovations. C'est-à-dire, je vous ai parlé du système de riziculture intensive. C'est un système qui nous permet d'utiliser moins de semences et d'avoir beaucoup de produits récoltés. Mais cette technologie, innovation est facile là où il y a des bas-fonds, comme à Diawere, Dangbo, à Djoum. Mais là où, parce que c'est les jeunes plantules que nous repiquons. Mais eux là-bas, il faut le semer direct. Mais comment faire pour aussi introduire cette innovation? Le CCRB, qui est le conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, dont je suis le président du contrôle, arrive quand même à réfléchir avec l'accompagnement de la recherche pour développer d'abord des semences qui vont respecter ces réalités climatiques et en dehors de ça, chercher des partenaires pour aménager à notre manière quand même pour maîtriser l'eau. Je vous donne un exemple. Quand vous allez aujourd'hui dans la commune d'Assazoumé, là où il y a beaucoup de roches, même forêt, un puits, tu vas toujours être coincé, tomber sur les roches et ça n'arrive pas à aboutir. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé des forages. Comment? Dans cette région, parce qu'il y a des technologies qui ont développé. Et quand tu regardes avec des instruments, on voit jusqu'à des centaines de mètres sous sol, là où il n'y a pas de roche. Et quand on réalise les forages là, on arrive quand même à charger les tanks. Et quand on a besoin de l'eau, la technologie est allée loin. Avec des panneaux solaires, on arrive quand même à pomper l'eau et arroser le sol. Okay. Pour la prospérité de l'activité, quel serait alors le rôle des dirigeants, de nos gouvernants, j'allais dire? Je passe par ici pour les féliciter et les remercier. Son Excellence, le président Patrice Talon, et qui a un penchant sérieux à la chose agricole. C'est la mise à échelle des aménagements et qui répondent à chaque condition agroécologique. Et ils le font déjà. Ils le font déjà à travers les différents projets, programmes, à travers PADAM par exemple, à travers PADA, à travers, en tout cas beaucoup de projets. Ils sont en train de le faire. Donc, raison pour laquelle je voudrais aussi attirer leur attention sur comment mettre à échelle en mobilisant des ressources. Et puis, en introduisant dans nos universités des facultés qui permettent d'être des spécialistes pour des filières spécifiques. Quand nous prenons le riz aujourd'hui, c'est ceux qui font le tronc commun à l'université, qui font l'agronomie et qui reviennent maintenant là pour se faire former par nous qui sommes sur le terrain. Or, on a besoin de leur aide et c'est chez nous qu'ils apprennent. Or, si c'était déjà fait en amont, c'est qu'ils vont mettre leur expertise au développement de cette filière pour que, donc je vais dire au gouvernement de nous aider et quand même à améliorer tout ce que nous faisons
en matière de qualité, en matière de la prospection du marché. Les gouvernants n'ont qu'à nous aider. Pourquoi pas? Et qu'on cesse quand même de consommer du riz importé. Hein, dans les garnisons, dans les hôpitaux, dans les maisons pénitentiaires, dans tout ce que là où il y a des... Nous devons consommer le local. Ce n'est pas seulement le riz. Pour tout ce que nous produisons, ça va encourager le producteur à embraver plus de superficie et quand même à nourrir le pays. Et pourquoi ne pas exporter la sous-région? Le gouvernement a une ambition d'ici 2025 produire 1 million de tonnes de riz au Bénin. Aujourd'hui, nous tournons déjà autour de 385 000 tonnes de paddy que nous produisons. Aller à 1 million de tonnes demande encore beaucoup d'efforts. C'est-à-dire la mobilisation des facteurs de production. D'accord? Et quand même, l'encouragement de ceux qui sortent des écoles, mais qui n'ont pas encore trouvé de boulot et qui veulent travailler comment on appelle, dans la fonction publique, forcément, ou travailler dans les privés pour être payés. Ils n'ont qu'à venir au champ. Ils n'ont qu'à venir au champ. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Je vous dis, moi qui suis ici, c'est en 2013 que mon premier garçon, il était en terminale. J'ai vendu des semences. Parce que j'ai oublié de vous dire que je suis un producteur de semences. Je ne suis pas un producteur de riz paddy. Donc, je suis un spécialiste dans ce domaine. Et l'enfant, j'ai éprouvé sa conscience. En quoi faisant? J'ai vendu du riz à hauteur de 6 900 000. L'année là? Oui, en 2013. Oui. Et exprès, je l'ai envoyé avec sa maman, comme me paye mon argent. Et ils sont partis. On leur a payé l'argent. Il me dit, papa, on m'a remis 7 pains. Et ils ont soutiré 10 billets de 10 000. Donc ça fait 6 900 000. Et le papa, c'est l'argent de quoi? J'ai dit, mon garçon, c'est l'argent de l'agriculture. Hein? Ça, je l'ai mobilisé seulement sur 4 mois. Tout le reste, je vais dans la plantation de ma palmeraie à Sakété et la vie continue. Et d'ici jamais, il a eu son bac, il va faire l'agronomie. Je dis, si tu veux faire l'agronomie, je ne vais pas te mettre dans des facultés. Je vais t'inscrire dans des écoles de renom. Effectivement, il est allé au bac, il est admis. Je l'ai inscrit à Kétou, à l'université agricole de Kétou. Et il a fait 5 ans. Avec l'argent du riz, j'ai payé régulièrement les 400 000 sans rater. Excusez-moi. Aujourd'hui, il est ingénieur agronome et PDG de son entreprise. Il a déjà son entreprise. Beneflow Revolution. Il est spécialisé dans la commercialisation et l'exportation de semences au-delà des frontières du Bénin. Il a mis ses pieds dans le business. Et il est bien. À l'âge de 25 ans, il a déjà acheté son véhicule. Et il a déjà acheté pas moins de 3-4 parcelles. Et on est en train d'installer des pépinières. Aujourd'hui, il s'organise parce que les gens lui ont tendu la main en le suivant. Vous avez l'occasion de le raconter sur l'une de vos émissions. Je suis en train d'apprendre ce matin que les gens ont demandé son expertise en Europe et qu'il va leur faire une prestation sur 6 mois. Et il s'organise pour prendre avion et aller en Europe travailler un peu. Oui, merci. Monsieur le Président, nous avons constaté la présence d'une mini-usine de transformation de riz à Dion, Rivalop, si j'ai la bonne mémoire, mais cette usine ne marche plus. En tant que président, pourquoi cela? Ok. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'école pour gérer. Il faut avoir une certaine capacité managériale pour conduire une entreprise. La CAFROP, qui est la coopérative d'amélioration de la filière rizicole dans l'Ouémé et le plateau, a été créée quand j'étais le président de l'Union régionale des riziculteurs de l'Ouémé de plateau. Je l'ai été de 2006 à 2012, avant de monter. 6 ans. Avant de monter au niveau national. Au niveau national, de
2012 à 2018, 6 ans, j'ai été le secrétaire général des producteurs du riz du Bénin. Et de 2018 maintenant jusqu'à 2023, je vais rester sur cette chaise de contrôle. Bon, on avait recruté un frère de la vallée. Je ne vais pas citer son nom, sinon je vais lui faire de mauvaises publicités. C'est lui qui a tué l'entreprise. Ah bon? Puisqu'on a trouvé des financements. Les gens nous ont accompagnés. Hein? L'Italie, à travers un projet, nous a accompagnés pour réaliser les infrastructures. Tout ce que vous avez vu là. Il y a l'Italie qui a financé le projet à travers la CSV, qui est une ONG italienne. Et l'autre, j'oublie son nom. Et PADA a accompagné le mouvement. Le CARDER a apporté son expertise technique et tout allait. Mais il a suffi que la réussite d'une activité ne dépend que la moralité de ceux qui gouvernent l'activité. Ça dépend de quoi encore? Donc, nous avons quitté plus de 150 tonnes et on a compris que la chose a commencé par chuter. Et on nous dit les dettes à l'extérieur de l'usine s'élèvent à tel montant. Il faut aller vérifier. C'est des personnes qui n'existent même pas. On a listé leur nom et quand nous on a voulu faire le recouvrement avec ce monsieur, allez, on est tombé totalement et on a compris que de 35 millions de fonds de roulement, il ne reste pas encore plus de 5 millions. C'est comme ça que c'est tombé. Mais aujourd'hui, nous avons réfléchi. C'est des investissements que les contribuables ont envoyés pour qu'on réalise, construire cette unité. C'est dans le même temps et que nous avons construit aussi le ZOP Fallait avec un fonds de roulement. C'est ça qu'il y a d'abord? Oui, okay. De 20 millions. Et nous, on l'accompagne même pour aller constater de près, pour abonder son capital. Mais aujourd'hui, il ne prend plus de crédit. Son capital, son chiffre d'affaires dépasse aujourd'hui 200 millions. Ah bon? Et ça, lui marche, il n'a même pas de temps pour satisfaire de produits, pour satisfaire toutes les demandes. Au moment, l'autre. Donc, c'est ce modèle et qu'on veut utiliser au niveau de la CAFROP maintenant. C'est-à-dire on va recruter un gestionnaire de la structure. On est en train de mobiliser les ressources. Et puis la coopérative qui était là, et nous, élus, nous ne sommes pas des techniciens en matière de gestion d'une entreprise, d'une activité générative de revenus, en dehors de l'agriculture, de champs que nous maîtrisons. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant pour relever petit à petit cette unité de transformation qui est en agonie, pour ne pas dire qui est prête à être déposée à la morgue. D'accord. Monsieur le Président, si éventuellement cette activité de production du riz prend dans la vallée de Lomé, quels seraient ses avantages pour le pays ouémen en général et pour tout le Bénin ou la sous-région? D'abord, on va régler le problème de la famine, de la faim. Parce que en dehors de la céréale maïs, on n'a que du riz. Comme céréales que nous produisons ici. Tout le monde sera riche. Ah bon? Tout le monde sera riche. Y compris moi-même? Y compris toi-même. Si tu veux t'introduire, y compris toi-même. Mais attention, de novembre à avril, quand tu te mets dedans, on court par-ci, par-là. Parce qu'il y a la crue. Tu vas maigrir. Tu vas maigrir et c'est après la récolte là que tu vas essayer de t'engraisser en attendant la prochaine saison. Donc, ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va créer beaucoup d'emplois et ça va nous permettre aussi de faire la diversification des cultures. Je donne par exemple la riziculture que nous avons vu en Chine. Les gens, ils installent leur champ de riz et on introduit des enlevés de poissons de clarias. Et au fur et à mesure que le riz grandit, ces poissons-là trichent un peu et à la récolte, 4 mois après, on fait la récolte du riz et on fait la récolte du poisson. La chose est possible dans la vallée de Lomé. De toute façon, tout le monde sera riche. Puisque moi j'ai pris par là, je ne suis pas ni pauvre ni riche, je suis dedans. Okay. Quels sont les appels que vous avez à lancer à l'endroit des producteurs d'abord et puis à l'endroit des autorités politico-administratives? Ok, à l'endroit des producteurs, je vais leur donner, leur dire de prendre beaucoup de courage.
beaucoup de courage et essayer quand même d'agrandir ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que quand tu fais un casier et celui qui fait 3 hectares, vous allez utiliser les 35 jours pour faire la chasse aviaire. Comme ça, tu perds de temps sur un petit espace. Donc tu vas récolter une petite quantité. Celui qui fait 3 hectares, vous allez perdre les 35 jours ensemble, mais lui va récolter des tonnes. À l'endroit de nos jeunes frères, de la vallée, et ceux qui ont fait des écoles agricoles, ils n'ont qu'à revenir dans le champ. J'ai dit tantôt que la terre n'est pas disponible. La vallée ne s'arrête pas seulement à Dangbo. La vallée ne s'arrête pas à Djong, aux Agégué. Mais quand vous rentrez au fin fond des communes, je cite l'exemple de Ranakpa, où la terre est encore nue. Et maintenant, est-ce que les gens louent ça? On cherche même celui qui va produire. Ah bon? On cherche celui qui va produire, il faut savoir négocier. On va te louer. Okay. Et quand on va aussi un peu vers Bonou, la terre est encore disponible. On a à Rovigre plus de 11 000 hectares disponibles. Donc, je leur demande de rentrer dedans et de suivre ceux qui étaient là, d'aller à notre école. Ça va marcher. À l'endroit des gouvernants, j'ai dit, je répète, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Il n'a qu'à essayer d'augmenter l'appui qui nous apporte et essayer quand même de nous faciliter le marché à travers des achats institutionnels. C'est-à-dire c'est le riz qu'on achète et qu'on consomme dans les centres publics. Les hôpitaux, les prisons civiles et les garnisons, ainsi de suite. Donc en faisant ça, on aura beaucoup de courage quand même à aller. D'activer le FNDA, le Fonds national de développement agricole, et qui jusque-là a de plomb dans les ailes à démarrer. Parce que le crédit que nous trouvons de l'autre côté n'est pas adapté à ce que nous faisons comme activité. Tu ne peux pas aller prendre le crédit à la CECAM avec un taux d'intérêt élevé. Et tu vends, et puis il faut savoir, les formalités à remplir, tu vas te décourager. Moi, j'étais allé un jour à la CECAM pour être avaliseur à quelqu'un. Et j'avais porté une culotte. Tu vois, mes jambes ne sont pas gros. J'ai porté une culotte pour faire la photo avec lui. Et quand j'étais allé devant l'agent de crédit, il me regarde et dit, c'est son avaliseur là ça. Lui, est-ce qu'il peut rembourser le crédit? J'ai dit pourquoi? Pour lui, l'apparence l'apparence l'a trompé. Oh, dans leur caisse là, sur mon compte, j'avais plus de 5 millions. J'ai dit, remettez-moi son carnet. Sors, allons-y. Il dit, mais il faut aller chercher un autre avaliseur. J'ai dit, hé, donnez-moi 200 000. Rapidement. Je lui ai remis l'argent devant eux et j'ai empoché mon carnet et j'étais parti. Donc, tout le monde n'a pas cette patience pour dire que je vais prendre de crédit. Pas de me, à l'idée, machin. Tu prends de crédit et tu crois que tu vas récolter ton riz à telle date, mais tu récoltes, tu vas le marché. Ou bien tu trouves le marché, tu vends, mais le consommateur ne t'a pas remboursé et tu tombes en impayé. Donc, le FNDA mérite d'être véritablement, vraiment activé pour accompagner le monde agricole. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, mais avant, dites-nous quel est votre loisir le plus préféré? Le football. Vous jouez? Je jouais. Vous jouez. Donc vous avez la passion pour le foot? Oui. Mais je cours quand même maintenant les dimanches sur le terrain pour jouer un peu avec les jeunes. Le sport santé. Vous faites le sport santé? Oui, voilà. Le dimanche. Et puis, après ça, quel est votre mets préféré? Je mange la pâte. Accompagné de quelle sauce? Accompagné de crin-crin. Crin-crin? Oui. C'est ça? Tensou? Tensou? Voilà. Avec les poissons naturels du fleuve? Oui. Ah, bon. De Clarias, Asson. Asson. Voilà. Monsieur le Président, quelle est votre musique et votre artiste préféré? Baiser, Zegazougou. Musique Sodim le Kontodome. Zegazougou. C'est lui. Et quand je rentre dans mon véhicule, c'est ça que tu m'entends. Vous jouez. Hein?
Il a un morceau là qui dit eh, ma foulumeo, mais on sait où on sait au sachet. Et quelque part, il dit que c'est la fille qui a accepté pour que le pique-bœuf soit derrière le bœuf. C'est vrai. C'est vrai. Alors, merci, Monsieur le Président. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier Royal TV pour tout ce que vous faites. Merci. Je vous encourage et je vous dis de nous accompagner aussi dans la mobilisation de ressources. C'est-à-dire, relayer tout ce que nous faisons va donner plus de visibilité. Parce que moi, j'étais allé à quelque part et je dis qu'on produit du riz au Bénin. Il dit riz au Bénin. Où ça? Et les gens ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Il dit que non, que le riz quitte je vous tombe. Donc, si le travail que vous faites, poursuivez ce travail-là avec nous. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais remercier aussi votre PGG. Dites-lui toutes mes félicitations. Merci. Merci. Merci, chers amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM. C'est la fin de cette émission. Comment réussir la production de riz dans la vallée de Lemay? C'est autour de ce thème que M. Opansou et Émile a fait des développements, a donné des précisions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.